Bienvenue sur la FM 100.9, c'est rendez-vous avec, comme toutes les semaines, rendez-vous avec Gilles Charles qui a reçu, Gilles, cette semaine, une sportive, une voltigeuse, Dorine Bourneton. Il est parti à sa rencontre et nous allons écouter cette interview immédiatement avec Gilles. Bonjour, bienvenue dans Rendez-vous avec. Cette semaine, nous avons le plaisir de recevoir une voltigeuse. Nous allons nous envoler dans les airs avec Dorine Bourneton. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Loire FM. Alors, première question, qui est Dorine Bourneton ? Qui est Dorine ? C'est moi. Le lien peut-être avec vous, Loire FM, c'est que j'ai grandi à Noir-Étable. J'ai grandi dans ce petit village, à la campagne. Et quand j'étais petite, moi, je rêvais d'avoir une vie d'aventure, d'exploration, de liberté. Et Indiana Jones au féminin un peu, non ? Pas tout à fait. Non ? Mais mon père était passionné d'aviation et assez rapidement, quand il a commencé à prendre ses premières leçons, je l'ai suivi à l'arrière de l'avion et je me suis dit, eh bien voilà, c'est comme ça que je vais vivre cette vie d'aventurière en étant pilote. Et je me voyais bien devenir pilote de brousse en Afrique, transporter du fret, des médicaments, des médecins, venir en aide aux populations défavorisées. Alors, c'est vrai que mes amis étaient comme moi, hein, toujours, ils avaient toujours plein d'idées, de projets, de rêves. Sauf que souvent, quand on est petit, on a beaucoup de rêves, mais on ne les réalise pas. Et Ça reste des rêves. ça reste des rêves, mais moi, j'avais conscience que finalement, il faut poser des actes, il faut oser aller de l'avant, prendre les devants. Et à 15 ans, avec l'argent de mes anniversaires, je me suis inscrite à l'aéroclub d'Auvergne, là où mon père prenait ses leçons. Et j'ai commencé, voilà, je suis devenue élève pilote. Et j'ai fait mon premier vol solo, c'est-à-dire qu'à un moment donné, je me suis retrouvée, bon, après quand même un entraînement et un apprentissage minimal. Combien de leçons à peu près ? J'avais 17 heures de vol. 17 ans de vol. Et je me suis retrouvée un jour seule dans le ciel pour la première fois. On vous lâche au milieu des nuages. Au milieu des nuages. J'ai 15 ans et demi, 16 ans. Et là, je me retrouve toute seule en plein milieu du ciel, seule face à moi-même, parce que là, on est sans filet. Quelle est la première sensation ? J'avais même pas mon permis de conduire. Ouais. La première sensation, c'est oui, beaucoup d'enthousiasme, on est très excité, etc. Mais en même temps, ça demande une telle concentration, une telle vigilance que on est ça génère du stress aussi quand même, il faut le dire. Et j'ai été beaucoup moins à l'aise à mon deuxième vol solo qu'au premier, parce que justement, ça avait généré une telle tension, tellement de stress que j'ai réalisé ce que voulait dire être pilote. J'ai réalisé que c'était beaucoup plus difficile que je ne le pensais. Il y a énormément de choses à assimiler, à comprendre, des gestes à répéter, des actions qui sont vitales, parce qu'à la moindre erreur, on peut se tuer. Et ça, c'est quelque chose qui s'assimile. Alors, quand on a l'esprit scientifique, on a l'esprit logique, on étudie ça à fond et on comprend tout. Mais moi, je ne suis pas du tout scientifique, je fonctionne à l'instinct. Donc, j'ai besoin de beaucoup voler pour m'imprégner de sensations, pour compenser justement le fait que je n'ai pas l'esprit scientifique. Je dois beaucoup voler. Et donc, du coup, c'est moins facile. C'est moins facile pour moi. Quand on est dans la cabine, est-ce que c'est quelque chose de très technique ? Alors, c'est pas que c'est très technique, mais il y a beaucoup de choses à gérer en même temps, beaucoup d'informations. On les gère très bien hein, avec l'apprentissage, mais tout doit devenir un réflexe. Et dès qu'une chose est acquise, maîtrisée, assimilée, eh ben, elle devient un réflexe qui permet de passer à autre chose, qui après deviendra
cette autre chose deviendra aussi un réflexe, voyez. Mais on avance vraiment step by step, pas à pas. Et c'est vrai qu'au début, quand on commence à apprendre à voler, ça paraît être une montagne, tellement il y a d'informations à gérer, à assimiler, à comprendre. Mais ça se fait, parce que si moi j'y suis arrivée, c'est que tout le monde peut le faire. Peut-être pas moi. Parce que je vous assure, j'ai pas du tout l'esprit scientifique. Et en voltige, puisque c'est la discipline que je pratique aujourd'hui, ça pose un petit problème parce que du coup, on doit absolument comprendre ce qui se passe, comprendre les forces qui agissent, qui interagissent, pour être très précis dans la manière de gérer son avion, de gérer les commandes. Et les erreurs que je fais encore aujourd'hui sont liées à ce manque de rigueur que je compense, parce que sinon je ne serais pas pilote de meeting, par l'expérience et par l'accumulation des heures de vol. Mais ceci dit, aujourd'hui, nous sommes à Saint-Chamond. Saint-Chamond-Planaise. Planaise, voilà. C'est parce que je suis venue à la rencontre de mon nouvel instructeur, Claude Roux, qui vit ici à Saint-Chamond et qui va me former au 2e cycle de voltige, c'est-à-dire que j'étais jusqu'à présent pilote de voltige élémentaire. Je suis apte à faire les figures de base qu'on fait en voltige. Et aujourd'hui, j'ai l'envie, le désir d'accéder à un niveau supérieur avec ce 2e cycle de voltige. Et je pense que Claude est véritablement la personne qu'il me faut parce qu'il est très carré et il va m'apprendre à l'être aussi. Vous voyez, et c'est un très 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 bon instructeur. J'ai été formée dans une école de voltige où on ne n'ouvre jamais aucun livre, on vole à l'instinct. Vous voyez, et quand même, je trouve que pour atteindre un bon niveau de voltige, il faut quand même bachoter la théorie aussi. Vous avez parlé de rigueur et de discipline. J'ai l'impression, à vous écouter, que vous êtes un peu indiscipliné, non? Je sais pas. Ou alors Ah oui, 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 indiscipliné, c'est sûr. Ah oui, c'est évident. Parce que vous fonctionnez à quand l'âge je vous raconte mon histoire, parce que je vous ai rien dit jusqu'à Ben oui. présent. Donc 16 ans, 15 ans, 16 ans, je m'inscris à l'aéroclub d'Auvergne et un an plus tard, c'est l'accident. C'est l'accident, j'étais passagère ce jour-là, nous devions aller rendre visite au pilote de Canadair sur la base de Marignane, donc faire un vol de Clermont-Ferrand jusqu'à Marseille-Marignane. Et en cours de route, eh bien, on rencontre du mauvais temps. Et le pilote a probablement trop tardé avant de prendre une décision, la bonne décision qui aurait pu sauver la vie des 3 autres personnes à bord. En fait, nous avons rencontré du mauvais temps et le pilote est rentré dans les nuages. Alors, il faut savoir que quand on n'est pas entraîné à voler dans les nuages, aux instruments, c'est comme ça qu'on dit, eh bien, un pilote, au bout de 180 secondes, en fait, il faut 180 secondes pour que l'avion soit au sol. 180 secondes. Notre vie a basculé en 180 secondes. Nous sommes crashés. Et donc, nous étions 4. Des 4 personnes, j'ai été la seule rescapée, la seule survivante. 3 autres sont morts. Et voilà. Et donc, j'ai eu une chance incroyable. Je dois la vie à un homme qui s'appelle Philippe Achard. Nous sommes crashés près du Puy-en-Velay, au Mont-à-Lambre, vers le Mont Mézin, qui m'a retrouvée à la tombée de la nuit en entendant m'entendant appeler au secours, en fait. Parce que j'étais consciente. Donc on s'est crashé vers 8h du matin, 8h30 du matin, et on m'a retrouvée à la nuit tombée. Vers 19h. Toute la journée, donc j'avais envie de dire à l'agonie. Je me souviens, en fait j'ai tout oublié après l'anesthésie, les opérations, j'ai fait un reset complet. Ouais, vous avez trop mis à zéro.
Ouais. Et du coup, vous avez perdu l'usage de vos deux jambes alors? Et je suis restée, voilà, j'étais vivante mais paraplégique. Alors moi qui aimais le mouvement, qui était toujours en mouvement, eh ben, j'ai perdu le mouvement. Et quand on a 16 ans, on est insouciant, et puis on voit la vie. Tout est question de regard dans la vie, hein. Le regard qu'on porte sur les événements, les gens, influence notre vie finalement. Et pour moi, bah, à aucun moment, la paralysie des jambes n'a pu, pour moi, être un prétexte pour ne rien faire. J'avais 16 ans. Pour moi, restée la même. J'avais toujours cette même envie de liberté, d'aventure, d'évasion. Moi qui n'ai jamais monté dans un avion, qui ai peur de tout ça, est-ce que la partie des jambes dans la conduite d'un avion, elle a un rôle important ou c'est quelque chose de secondaire? Parce que pour conduire une voiture, il faut appuyer sur l'accélérateur et sur le Ben, frein. c'est une bonne C'est question. la même chose ou ça n'a rien à voir? Parce que moi j'ai la vision d'un manche qu'on tire, mais je suis peut-être à côté de la plaque. Eh ben, vous avez raison de soulever ce problème parce qu'effectivement, quand je dis aux médecins que je vais reprendre les commandes d'un avion, que je veux continuer, que j'ai toujours envie d'être pilote, ils me disent impossible. Pour piloter un avion, on a besoin de ses jambes. Il y a des commandes qui sont aux pieds. Donc, oublier cette idée, c'est impossible de l'envisager. Et mon père, qui est donc pilote privé, me... grâce à lui, je garde espoir parce qu'il me dit qu'on peut trouver des solutions, qu'on peut peut-être trouver des ULM, qu'on peut piloter juste avec les mains. Peut-être qu'il y a des avions équipés, commande manuelle. Mais à ce moment-là, on est en 1991. On n'a pas d'Internet. Donc pour trouver l'information, c'est très compliqué. Alors, je me décourage pas, hein, et avec mon père, on fait le tour des salons, des meetings aériens. Je suis même venue en 1992 ici à Saint-Chamond-Planaise, voler avec Claude Roux en 92 pour faire mon baptême de voltige. Vous voyez, aujourd'hui, je me perfectionne à la voltige aérienne, alors avec Claude qui m'a fait faire mon baptême de voltige un an après l'accident. On cherche, on pose des questions. Et puis un jour, je réponds à un article justement dans un magazine d'aviation, Aviation et Pilote. Je réponds à un article qui explique justement que ce que je vous disais tout à l'heure, quand un pilote rentre dans les nuages, qui n'est pas entraîné à voler aux instruments, il va faire confiance il va suivre son instinct, il va faire confiance aux sensations, aux impressions que son corps lui donne. Or, elles sont fausses parce que dans les nuages, on a un dérèglement de l'oreille interne. Et c'est-à-dire que vous avez l'impression de virer à droite ou à gauche alors que vos ailes sont bien à plat. Ou inversement, vous êtes en train de virer, vous ne sentez pas que vous virez à droite, par exemple, et vous allez mettre du manche pour virer, ou pour amplifier, Et c'est pour ça que les pilotes se cassent la gueule. Parce qu'ils n'ont plus de repères avec le sol, ils savent plus où ils sont dans le coton. Les informations qui leur reviennent sont faussées, et ils se tuent. Et même, ça arrive même au meilleur, puisqu'il y a quelques années, le champion du monde de voltige, Renaud Ekal, qui était aussi pilote de chasse, s'est tué avec sa femme et ses deux enfants dans ce type de configuration. Pour revenir à deux choses, la voltige, c'est quoi exactement? C'est des figures imposées, c'est un concours où on se fait Alors, plaisir, on fait, j'allais dire entre guillemets, on fait n'importe quoi. Alors, vous voulez que continue de Bien sûr, dérouler oui, peut-être oui, avant oui. de revenir à la voltige. Voilà, donc, je réponds, je témoigne dans cet article, et là, Guy Labrie est président de la section des pilotes handicapés de l'aéroclub de Toulouse-Midi-Pyrénées. Il me répond en me disant, mais venez voler chez nous, on a des rallyes équipés de commandes manuelles de pilotage, on appelle ça des malonniers. Et en fait, le principe, c'est que les commandes qui sont donc habituellement au pied, ont été ramenées à la main, comme on peut équiper une voiture, on peut équiper un avion et piloter juste avec ses mains, sa tête et ses mains.
Et donc, bah voilà, ni une ni deux. Je passe d'abord la partie, je travaille la partie théorique. Je passe d'abord la partie théorique ici à Noiré-Table. Je passe mon permis de conduire et je quitte Noiré-Table pour Toulouse parce que Toulouse, pour moi, en plus, c'est le berceau de l'aéronautique. C'est là où était basé l'aéropostale, où volaient Mermoz, Saint-Exupéry, Guillaumet. Et moi, ça me faisait rêver. Je me disais, c'est à Toulouse que je veux renaître. Donc, j'ai quitté Noiré-Table pour Toulouse. Et là, bah, j'ai trouvé une équipe de pilotes absolument fantastique, des gens qui m'ont épaulé, encouragé. Et donc, en avril 95, j'ai obtenu mon brevet de pilote privé. Et c'était pour moi ma première grande victoire. Ça a changé quelque chose à la formation, le fait de conduire ou de voler qu'avec les mains? C'est un petit peu différent, faut s'habituer. C'est d'autres réflexes alors. C'est d'autres réflexes, mais bon, on s'habitue, on s'habitue, on s'habitue. Moi, mon principal problème, c'était que je fatiguais assez rapidement. Je fatiguais plus vite qu'un pilote lambda. En plus, à Toulouse, c'est une région où il fait très chaud en été. Physiquement, je souffrais un peu, mais bon, voilà, j'y suis arrivée. J'ai eu affaire à un instructeur, un testeur qui m'a fait aucun cadeau. Et donc vraiment, on me l'a pas donné, hein, ce brevet. Donc j'obtiens mon brevet de pilote et je me dis, mais vous parliez d'être indiscipliné, je me dis, mais pourquoi s'arrêter là? Faut continuer. Moi, je veux en faire mon métier. Je veux voler plus haut. Voilà, je suis bien quand je suis dans le ciel. Pour moi, il y a plus de discrimination. On est tous égaux dans le ciel. Donc, je veux plus en redescendre. Donc, je veux en faire mon métier. Voilà. Et là, j'apprends que le métier de pilote est interdit aux handicapés. Impossible de devenir pilote professionnel. Pour des milliers de raisons. Et des raisons totalement... Laquelle est la principale dans ces 2000 rêves? Alors, la principale, bah, c'est parce que... Danger, sécurité? Non, même pas. Femme? En 40 ans d'aviation accessible aux handicapés, il n'y a jamais eu en France le moindre accident lié au handicap. Jamais le moindre accident. Donc, quelle est la majeure Donc, question? bah, c'est une question. Alors, on m'a dit oui, mais ça porterait préjudice à l'image de la profession. La fameuse image? Voilà, la principale raison. Pourtant, Il faudrait revoir tous les statuts, notamment le statut de la caisse de retraite, du personnel navigant, blablabla. Truc. Pourtant, ça donne une autre image, justement. Mais oui. Accessible à tout le monde. Et, Voilà. Et en fait, il va nous falloir, je dis nous parce que j'y serais pas arrivée seule, évidemment, c'est un travail d'équipe. Il va nous falloir 7 ans pour changer la réglementation. Mais moi, vous voyez, j'ai eu un accident d'avion. Je me suis retrouvée handicapée. Voler, ça devient ma raison de vivre. Je me dis, mais si on va faire changer la réglementation, si c'est pas possible aujourd'hui, je vais me battre pour créer quelque chose de nouveau, pour changer de regard. Bah alors évidemment, ça se fait pas tout seul, hein, parce qu'au début, on est à ce moment-là, on est à 96. Et c'est un dossier qui n'intéresse personne. Tout le monde s'en fout. Donc, il a fallu que je sensibilise, que je fédère des gens autour de moi, que je communique. D'où les conférences. Etc. Pas tout de suite les conférences. D'abord un premier livre en 2001, mais même j'ai créé une commission de pilotes handicapés au sein de l'Aéroclub de France. Donc c'est une association qui représente les pilotes de tous les niveaux. Il y a une commission humanitaire, il y a une commission sécurité, il y a une commission histoire. Vous voyez, l'Aéroclub de France porte toutes ces valeurs, toute l'histoire de l'aviation. On dit que c'est le premier aéroclub qui a été créé au monde, puisque l'Aéroclub de France a délivré le tout premier brevet de pilote en
1907, je crois, je sais plus. Je peux pas Mais vous bon, au contredire. début du... Voilà. Et bon. Donc j'ai créé cette commission, puis petit à petit, bah, j'ai fédéré les gens autour de moi. Mais moi, j'avais pas besoin qu'on soit nombreux, parce que je crois à la force, justement, à la force de frappe des petites équipes. Hein, au contraire, plus on est... J'avais besoin surtout de réunir des gens autour de moi qui portaient les mêmes valeurs, qui avaient envie de s'engager pour les mêmes raisons que moi, hein, qui laissaient leur ego de côté, parce que l'ego n'a rien, et qui avaient envie d'évoluer avec moi et voilà. Et j'ai réuni deux personnes, parce que dans une équipe gagnante, il faut toujours celui qui inspire, celui qui sait et celui qui fait. Ça fait 3. Ça fait trois. Et vous On avez était deux. trois. Ah, 2 plus vous. Oui, voilà. Donc moi, j'ai inspiré ces gens-là. Mais à mes côtés, il y avait Guillaume Ferral. Guillaume, lui, est paraplégique aussi. Il a eu un accident de planeur. Ouais. Mais Guillaume, c'est un génie. Il fait aussi de la voltige avec moi aujourd'hui. C'est lui qui a dessiné, qui a conçu et fait homologuer tous nos équipements manuels de pilotage. Et il y a eu une autre femme qui nous a aidés, qui n'est pas handicapée, qui s'appelle Brigitte Révelin-Falcoz, et qui, elle, a été l'une des toutes premières femmes pilotes de ligne en France. Et qui s'est reconnue au travers de notre combat parce que à Brigitte, quand elle a voulu intégrer l'ENAC à l'âge de 18-20 ans, l'École nationale de l'aviation civile, on lui a dit qu'il était inconcevable de confier une machine aussi coûteuse qu'un avion de ligne à une femme. Elle s'est battue et elle est devenue l'une des toutes premières femmes pilotes de ligne. Donc, tous les trois, on avait des profils très différents, mais justement, pour être performant, il faut être différent. Mais la même volonté. On avait la même volonté et surtout, et ça c'est très important, on portait les mêmes valeurs. Il n'y en avait pas un qui voulait se mettre en avant plus que l'autre, parce que ça, en général, ça marche pas longtemps. Comment dire, quand quelqu'un utilise un combat pour se faire valoir, ça ne marche pas. Là, ça a fonctionné, c'est parce qu'on était en parfaite osmose, en parfaite synergie. Tout de suite, on fait notre pause musicale avec vous avez choisi aujourd'hui, Dorine. Ah, Ibrahim Mahalouf, j'adore. True Sorry. Eh bien, très bien, on revient juste après.
Et donc, autre facteur qui a été déterminant, c'est que je suis donc partie aussi aux États-Unis rencontrer un vétéran du Vietnam qui, en revenant du combat, s'est retrouvé, enfin, voilà, handicapé, accident d'hélicoptère. Et en revenant donc du combat, il a continué son métier de pilote professionnel parce qu'aux États-Unis, on permet aux pilotes qui étaient avant leur accident pilotes professionnels, on leur permet de pouvoir continuer leur métier. C'est une façon, c'est une forme de reconnaissance envers ces personnes qui ont risqué leur vie pour leur patrie. Donc Mike Smith, c'était pour moi un exemple fort qui montrait bien que dans une équipe, chacun peut exister, déployer ses compétences, ses talents, dans une bonne répartition des tâches. Lui, il fait des missions de surveillance aérienne de feux de forêt. Donc, de retour en France, avec l'aide d'une autre association qui s'appelle l'association Castelmauboussin, nous avons monté les premières missions de surveillance aérienne de feux de forêt dans le Lot-et-Garonne, avec les pompiers du SDIS du Lot-et-Garonne à Cahors. Et là, c'était des vols bénévoles, évidemment, mais surtout des vols hors la loi, illégales vis-à-vis de l'aviation civile. On n'avait pas l'autorisation de le faire. Et on l'a fait pour démontrer ce qu'on pouvait faire. qu'un handicapé pouvait, comme un valide, accomplir des tâches, des missions avec rigueur et fiabilité. Et bien, ça a marché. L'audace paye. Toujours, parce qu'un an plus tard, après ces missions, Dominique Bussereau nous reçoit dans son bureau, ministre des Transports, secrétaire d'État des Transports. Il nous écoute une première fois, Brigitte et moi. Il est convaincu du bien fondé de notre démarche. Et un an plus tard, il signera l'arrêté ministériel qui ouvrira l'accès à la licence de pilote professionnel aux personnes handicapées. Donc vous êtes devenu pilote professionnel? Je ne suis pas devenue pilote professionnel. Bon, je vais rater un épisode alors. Je ne suis pas, mais mes copains, si. Je ne suis parce que je suis pas assez scientifique. Et puis il y a un peu. Il y a beaucoup de maths. Un peu indiscipliné, on a dit. Et un peu trop indiscipliné. En revanche, j'ai voulu réaliser un autre rêve, me lancer dans un autre défi et devenir la première femme handicapée au monde pilote de voltige. Est-ce qu'il y en a d'autres dans le monde? Il y a un autre pilote handicapé, un garçon, qui s'appelle John Askew, un Anglais, qui est pilote de voltige avancé. Il fait de la compétition. Aux États-Unis, on n'est pas tellement renseigné, mais je pense qu'il y en a peut-être un ou deux. Voilà. Mais je suis la première femme, en tout cas. Et pourquoi c'est exceptionnel, on va dire ça comme ça? Parce que chez nous, les femmes paraplégiques, on a un petit problème, c'est qu'on a une tension artérielle qui est plus basse que la moyenne. Il y a une pression en l'air, alors. C'est surtout qu'on prend des facteurs de charge. Et quand on fait du vol d'eau prolongé et ensuite qu'on fait des ressources et que le sang à ce moment-là est expulsé vers les extrémités, vers les pieds, on risque de s'évanouir. Ouais. On risque de perdre connaissance. Et ça, c'est juste pas possible. Ah bah oui. Quand vous êtes aux commandes d'un avion. Parce que vous êtes toute seule dans l'avion, connaissance. chaque fois. Là, quand je fais du perfectionnement, je m'entraîne avec un instructeur qui me donne des cours de perfectionnement. Mais lorsque je fais des meetings, je suis seule dans mon avion. Donc, pas question de s'évanouir. C'est quoi? C'est des compétitions? On appelle ça des meetings? Alors moi, je ne fais pas de compétition. Non. Pourquoi? Parce que j'ai pas l'esprit de compétition. Parce que c'est hyper stressant, c'est hyper technique et je trouve que on prend des risques. Voilà. Je vous rappelle que j'ai eu un accident d'avion à l'âge de 16 ans et même si je me souviens pas de tout, mon corps, lui, se souvient. Il m'a fallu 25 heures avant de dépasser. Je n'ai jamais été malade en voltige. Je n'ai jamais eu de voile. Enfin, on appelle ça voiler quand on s'évanouit. En revanche, la trouille, si.
Voilà, mais il m'a Et fallu moi, j'ai jamais eu d'accident, mais vachement. je monterai Oh jamais en là là, avion, qu'est-ce hein. que j'avais peur. Mais en revanche, j'éprouve un tel plaisir à évoluer librement dans les trois dimensions, à maîtriser cette machine, à essayer de faire des figures qui soient les plus jolies possibles, les plus propres possibles, que on est dans le dépassement de soi. C'est difficile, on en bave. Mais justement, quand on arrive à atteindre un but, plus il est difficile. Et quand on arrive à l'atteindre, mais plus on est heureux, quoi. C'est un chemin, mais ça apporte une telle satisfaction. Voilà. Donc c'est ça que je suis allée chercher en devenant pilote de voltige. Et puis parce que aussi, moi j'adore le contact avec le public. Et c'est le moyen pour moi de réaliser un autre rêve d'enfant, celui d'être pilote de meeting, quoi. Il y en a très peu. En France, et grâce à cet accident, parce que si j'avais pas eu mon accident, je pense que je ne serais jamais devenue pilote de meeting. Aujourd'hui, je peux l'être. Donc, j'ai su faire Quand vous dites peu nombreux, c'est combien pour avoir une vision un peu? de pilote Ouais, de ouais. meeting. Claude est pilote de meeting aussi. Oh, je dirais qu'il y en a en France, civils et militaires, tout Ouais. confondu, quarantaine. Et c'est des meetings qui sont réguliers, c'est tous les mois, Ah oui, il y a des meetings en France par France. an. C'est Je que la dirais qu'il y en a France, une l'Europe, le vingtaine. monde? Alors, moi, c'est que la France, parce que, évidemment, mais les autres, ils peuvent parcourir le monde, hein, Donc c'est voilà, pour vous, c'est un loisir, une passion. c'est une passion. Il y a aucun revenu de ça, c'est quelque chose qui vous coûte, je parie. Alors, moi, mes revenus, c'est que après, du coup, bah, je raconte mon histoire dans les entreprises. J'explique comment j'ai fait de cette contrainte, de mon Une force. handicap, une force. Comment voilà, j'ai su rebondir. J'aborde beaucoup de thèmes différents sur justement les ressources que l'on peut mobiliser, des ressources qu'on a tous en nous, hein, mais que l'on peut mobiliser quand on se retrouve face à un obstacle et comment on peut mener à bien des projets ambitieux avec peu de moyens, mais comment on peut les mener au succès, eh ben, grâce à toutes ces valeurs que je porte et que j'essaye de transmettre, et grâce aussi au travail d'équipe. Parce qu'on croit souvent que piloter un avion, c'est un exploit individuel, mais en réalité, c'est d'abord et avant tout une performance collective. On ne peut voler que si 100% des objectifs de chacun ont été atteints. Si le mécano a bien fait son boulot, s'il a bien revissé le bon boulon, si le petit enfin, l'un des membres de l'aéroclub a fait le plein de mon avion. Parce que moi, si quelqu'un ne m'aide pas à faire le plein, je ne peux pas le faire toute seule. Si l'instructeur a bien fait son boulot en me donnant les bonnes consignes, en me donnant une bonne formation. Vous voyez, c'est un travail d'équipe. Est-ce que vous avez besoin aussi, en étant pilote, d'avoir des connaissances en mécanique pour Euh, voir des choses qui seraient des anomalies en vol, des choses Ah comme ça? oui, oui, il faut avoir des petites notions quand même. Bah, plus les connaissances sont vastes et diversifiées, plus on va dans le sens de la sécurité, quoi. Si on détecte une anomalie, ça peut, d'avoir ces connaissances-là, on peut prendre la décision d'interrompre ou pas le vol. Bon, mais voilà, mais après, comme je vous dis, c'est un travail d'équipe, hein. Et donc, voilà, donc quand même, donc grâce à cet arrêté ministériel, il y a eu quand même 7 pilotes qui sont devenus pilotes professionnels, mais aussi, il y a eu des emplois qui se sont ouverts au sol. Et donc, les entreprises du GIFAS, de l'aéronautique et du spatial, eh bien, se sont organisées, mobilisées pour aider les handicapés à se former et à trouver des emplois dans leurs usines, dans leurs industries. Donc, et ça, on le doit à ce combat mené pour les pilotes handicapés. Pourquoi? Parce que finalement, si on peut adapter un avion, le transformer et en faire un poste de travail, ben, il n'y a aucune limite à adopter tous les postes de travail en entreprise et de bien vivre ensemble, de performer ensemble
en tirant parti de nos différences. Est-ce que le fait de devenir handicapé, ça décuple la volonté? Je sais pas, après c'est une Ou question c'est une question de... simplement de caractère? Je sais pas, quand on devient handicapé, on devient philosophe, Ouais. je pense, parce qu'on se prend pas mal de claques dans la figure. Et puis surtout, bien, on apprend de nos échecs. On apprend à tirer des enseignements de nos échecs. Voyez, et ça, c'est très utile dans la vie parce que l'échec est permanent et l'échec est partout et il ne faut pas en avoir peur. Et Ça permet d'avancer. ça permet d'avancer, c'est ça qui nous permet d'évoluer, C'est pour ça que c'est ce moi, qui si nous fait grandir. je suis CEO aujourd'hui, c'est parce que je me suis servi de tous mes échecs. Mais c'est ce qui nous fait grandir, prendre du recul. Voyez, un enfant, avant de savoir marcher, il va Ouais. tomber 2000 fois. Mais il va quand même se relever et réessayer. Parce que c'est l'instinct. C'est l'instinct. Pourquoi on perd cet instinct? Pourquoi la peur prend le dessus tout à coup avec le temps, avec l'âge, avec la maturité? Alors évidemment que la voltige, c'est une prise de risque, mais ce sont des risques qui sont maîtrisés, qui sont calculés, qui sont pilotés. On va pas lâcher un pilote du jour au lendemain, après 3 heures de... Non, il y a des choses qu'un instructeur est capable de déceler, les capacités, si on a affaire à un pilote prudent, si c'est pas quelqu'un qui va vouloir réinventer les règles. Voilà, on sait, enfin, l'instructeur sait à qui il a affaire assez rapidement. Moi, j'ai aucune honte à dire que je suis pas une élève douée. Mais je suis une élève prudente. Je vais jamais faire de grosses conneries. Je présume que là, les règles sont très strictes. On n'a pas Il y a très on peu. n'a pas de Ah, flexibilité sur ces règles. Il faut vraiment être dans alors, dans après, ce chemin en l'air. bah, disons que, bon, tant qu'on a de l'altitude, même si on reste une figure, on a de l'eau sous la quille, on peut se rattraper. Vous voyez, il y a des choses qui sont les règles de base, c'est altitude, vitesse, altitude. Voilà. Faire les figures en ayant la bonne vitesse et en ayant la bonne altitude. Parce que c'est les deux principaux risques, hein. Si on n'a pas assez de vitesse, on peut décrocher, partir en vrille. Et si on n'a pas assez d'altitude, ah ben, on peut se cracher. Voyez. Mais après, voilà, après, il y a on a une marge de manœuvre dans cet espace-là qui est importante quand même. On peut rater ses figures. Et puis on recommence, quoi. Voilà. Pour terminer, une dernière question stéphanoise. Vous êtes sur un panneau d'une association qui s'appelle les Stéphanoises. Ça représente quoi pour vous d'être mis en avant, en lumière par cette association? Ben écoutez, c'est évidemment que j'en suis honorée, hein, parce que je suis quand même originaire de la région. Hein. Et puis, je pense que c'est important aussi de savoir mettre en valeur ces femmes qui ont apporté quelque chose à la société, dont on ne parle peut-être pas suffisamment. Voilà, je n'ai pas eu l'occasion encore de rencontrer ces autres femmes, j'aurais bien aimé. Mais vivant à Paris aujourd'hui, bah, c'est plus compliqué. Mais c'est important que ce genre d'initiative existe. Et puis nous, ça nous encourage à continuer, à aller toujours plus loin, à continuer à transmettre ces valeurs que l'on porte, et puis au plus grand nombre, et puis pour qu'un jour d'autres prennent la relève plus tard. Dorine, merci beaucoup. Merci, J'ai envie de vous dire bon vol. bon vent, Bon vent et bon vol. À très bientôt. à bientôt, Et puis, ben, nous, on se retrouve la semaine prochaine. Merci. avec plaisir. Au revoir. Au revoir. C'était donc Rendez-vous avec cette semaine Dorine Bourneton au micro de Gilles Charles. Rendez-vous avec la semaine prochaine. 18h le jeudi et 11h pour la rediff le vendredi matin. Brother man nowadays living in the ghetto.